se revoit une fois de plus, encore à côté. Je voulais qu'on parle d'un sujet, des dictates du corps. Je sais pas si vous avez vu là dernièrement, il y a une chanteuse que je vais pas nommer, elle a mis une photo d'elle sur Instagram. Elle a juste plus de 60 ans et elle a refait ses fesses. Okay. Tu as vu la vidéo? Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi, même à 60 ans, tu continues encore et encore et encore de vouloir paraître plus jeune? Surtout que, en plus, je pense que, un peu comme moi, et peu importe nos âges, c'est vrai qu'on nous a tellement élevés aussi avec ce truc de, il faut souffrir pour être belle. C'est normal de se former, déformer, reformer, que ce soit au niveau des cheveux, du corps. Je passe même pas l'aspect un peu culturel, etc. aussi, tu vois, qui entre aussi en ligne de mire sur nos critères. Est-ce que vous-même, en fait, vous êtes déjà, je sais pas, infligé une forme de torture ou de pression pour ressembler à un idéal, etc. Alors, moi, la forme de pression, ça me parle. Pas forcément le côté diktat, parce que Dieu merci, je suis assez en paix avec ça. Mais le côté pression me parle parce que, notamment ce que tu dis, moi je sais que j'ai grandi en fait dans une éducation où la beauté d'une femme est importante. Donc généralement, alors pas dans toute l'Afrique, hein, mais dans les cultures, on va dire, d'Afrique centrale, parce que moi je suis angolaise, et ben une femme doit être belle en fait. Une femme doit être belle. Donc c'est vrai que quand t'es petite, on t'enseigne déjà à prendre soin de toi. Souvent tu regardes la maman se mettre de la crème, se coiffer, se maquiller. Quand t'as des mariages, faut s'habiller, tu vois. T'as vraiment un temps où t'es presque en représentation. Hein, tu vois. Mais c'est vendu aussi parce que c'est un plaisir. Moi j'ai pas vu ma mère avoir un moment de torture. Au contraire, c'était un moment de plaisir. On se disait bah, tiens qu'est-ce que je vais porter. On aimait en fait prendre soin de soi. Et c'est vrai que c'est quelque part une forme de pression qui nous est aussi imposée depuis qu'on est petit. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, je sais pas, hein, si mes parents viennent par exemple chez moi, ils me trouvent en jogging, pas maquillée, de ses cheveux attachés, etc. Ils vont me dire, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es moche? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais, parce qu'en fait, on va associer ça quasiment à ton humeur, en fait. De te voir négligée. C'est comme si tu annonçais ta dépression, en fait. Donc, ils se disent, il y a un problème, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour eux, une femme, t'as un minimum, en fait. Où tu dois t'apprêter. Alors, on te dit pas, tu dois te lever le matin, être maquillée, porter tes talons chez toi, c'est pas ça. Mais il y a un minimum, en fait, de soins, en tant que femme, que tu dois apporter. Donc c'est vrai que moi j'ai grandi avec ça, avec le fait de vouloir quand même aimer s'habiller, aimer se préparer, aimer prendre du temps pour soi, parce que c'était d'abord un plaisir. Mais quelque part quand c'est dès l'enfance que tu le vois, c'est une forme de pression en fait, parce qu'à partir du moment où tu vas te négliger ou avoir la flemme parfois de te préparer chez toi, tout le monde va s'inquiéter, se dire qu'est-ce qui t'arrive en fait, qu'est-ce qui se passe, dis-nous, assieds-toi, on va discuter, explique-nous qu'est-ce que tu traverses en ce moment pour être dans cet état en fait. Enfin, je sais pas, hein, toi, Sarah, on est à peu près de la même culture, donc peut-être que ça te parlera aussi. Oui. Je suis d'origine congolaise et c'est vrai, la beauté, la présentation, tout ça, c'est très important. Ça fait vraiment partie intrinsèque de notre culture, que j'affectionne particulièrement. Alors, je l'ai pas vécu comme une torture, ça, je tiens bien vraiment à le dire, mais je l'ai vraiment vécu dans la continuité de toutes ces choses, en fait, que l'on estime important quand même chez nous pour le maintien de la beauté de la femme. Moi, je me rappelle que quand je me suis mariée, ma mère m'a toujours dit, prends toujours, même avant, bien sûr, elle nous a vraiment élevés dans ce soin de soi, de prendre soin de soi, d'être belle, d'être bien coiffée, bien présentée, mais pas juste dans la forme, c'est vraiment se sentir bon, avoir une bonne hygiène de vie, tout ça, c'est très important. Bien manger, pas simplement manger pour manger, mais bien manger. Et aussi, après, dans le mariage, je me disais, tu dois toujours rester fraîche et pimpante. Tu es mariée. Enfin, je veux dire, il faut déjà que tu te plaises toi-même parce qu'elle nous a jamais élevé dans l'idée de, il faut que tu fasses ça pour plaire à ton mari. C'est déjà pour toi, tu dois avoir vraiment cette conscience de, je suis quelqu'un qui doit prendre soin de moi. Ça fait partie du respect et de l'amour que tu t'apportes à toi-même. Mais c'est vrai que maintenant, encore plus maintenant que tu es en relation avec quelqu'un, prends-toi en main, quoi. Je veux pas que mon beau-fils vienne se plaindre ici que vraiment vous m'avez donné une fille qui est négligée. Et donc, quand j'ai accouché, il y a un truc que l'on fait, enfin une tradition que l'on a chez nous, qui est de bander le ventre avec un pagne pour pouvoir vraiment discipliner le corps, j'ai envie de dire, mais c'est pas un terme négatif, hein, mais vraiment
permettre au corps de reprendre, déjà aux organes, hein, déjà de reprendre leur place. place. Exactement. Avant même le fait de regarder à la ligne et tout ça, ça permet vraiment à l'utérus de se résorber, de reprendre sa place, à tous les organes qui ont été vraiment bouleversés par la présence d'un bébé, de vraiment se mettre en place. Donc, avant même des pensées esthétiques et tout ça, il y a vraiment aussi quand même une logique derrière, physiologique et puis, j'ai envie de dire, holistique. Et puis, il y a aussi le fait que, du coup, le corps va apprendre à, le ventre va se remouler et va petit à petit perdre un peu sa forme qu'il a pris pendant la grossesse. Et ça a été, un peu comme on dit en anglais, un labor of love, parce que c'est vrai que tu te prends sur toi, tu te bandes le ventre, c'est pas toujours très agréable, mais c'est quelque chose que tu fais parce que tu t'aimes et que tu as envie de te maintenir et que tu as envie de rester attractif pour toi et aussi pour ton conjoint, parce que la vie continue, notamment la vie de couple, la vie sexuelle continue et on a envie de se sentir bien dans son corps. Donc je l'ai pas vécu comme une torture, mais je sais que ça a été quelque chose vraiment qui m'a marqué, moi personnellement, en tout cas, qui m'a vraiment marqué. Et puis aussi, quelque part, c'est aussi une tradition aussi qui est très propre qui est propre vraiment à ma culture, à mon pays. Ça m'a réinscrit aussi dans cette généalogie, dans cette culture, dans cette tradition de voilà, je suis congolaise, je suis une femme africaine, je suis une femme bantoue, on prend soin de notre corps et on continue, en fait, on se laisse pas aller. Je pense que l'idée de ma mère, c'était vraiment, tu ne te laisses pas aller parce que voilà, tu es devenue mère. Je ne dis pas que si on prend du poids, on se laisse aller. Prendre soin de sa beauté, en fait, dans la logique de ce qu'elle m'a appris, c'était aussi d'une manière un peu plus profonde, prendre soin finalement de soi, prendre conscience de soi et prendre soin de soi et s'aimer en fait. On peut tellement s'oublier avec, c'est vrai, les enfants, maintenant, quand ils naissent, on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit, tout est dirigé vers eux et tout et tout. Et ma mère était vraiment en mode, non, oui, d'accord, tu as eu un enfant, mais tu es toujours un être humain, tu dois toujours bien manger, tu es une femme, tu es une épouse, tu as toujours... tous ces attributs-là qui font que tu es une femme et tu as un époux aussi, tu as un vis-à-vis, enfin, tu t'inscris toujours dans une globalité, en fait, qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Mais moi, ma torture au lycée, c'était le fond de teint. Parce qu'en fait, je suis passée par tous les stades. Parce qu'en fait, j'avais de l'acné. Et en fait, cette acné, donc au lycée, je trouvais que c'était normal d'avoir des boutons. Genre, j'étais pas choquée et tout. Arrivé à l'âge adulte, à l'âge étudiant, ça commençait à vraiment me déranger parce que je me disais comment ça se fait que j'ai encore des boutons. J'allais voir les dermatos, ils voulaient mettre sous pilule et moi je disais non, ça va pas régler mon problème. La pilule ne réglera pas. Le jour où je l'arrête, j'ai tous les boutons qui reviennent. Donc bref, j'étais un peu désespérée, j'essayais un peu toutes les techniques et tout. Et arrivé à l'approche des 23 à 24 ans, j'en avais toujours. Donc ça commençait à être de l'acné d'adulte en fait. Et je me disais mais je ne supporterai pas ça toute ma vie. Et du coup, j'ai vraiment commencé à complexer. Je ne voulais pas rencontrer quelqu'un en partie à cause de ça. Et donc j'étais en mode non, parce qu'en fait on m'invitait, mes collègues disaient après le travail, viens on va boire un verre, et je me disais non, je ne veux pas me retrouver face à quelqu'un parce que j'avais peur qu'il voie mes boutons. Et fille ou garçon, parce que je voyais aussi les gens s'arrêter un peu sur mes boutons et donc j'étais en mode ça me gênait de ouf. Et en fait, du coup, pour camoufler ça, je mettais du fond de teint par obligation, parce qu'en fait, je me disais, je dois mettre du fond de teint parce que je n'ai pas le choix, alors que tout ce que je voulais, c'était ne pas en mettre. Et donc, mes copines qui en mettaient par plaisir, je comprenais pas parce que je disais, moi, c'est par juste obligation, en fait. Et du coup, je mettais le fond de teint, je trouvais qu'on voyait encore plus mes boutons, donc j'étais encore plus mal. Donc en fait, le jour où j'ai fait un gros traitement un peu plus lourd, l'équivalent du Roaccutane, ça a bien marché. Et le jour où j'ai plus eu de boutons, j'étais en mode, j'enlève le fond de teint, je n'en mets plus, et j'en mets que vraiment rarement. Genre et aujourd'hui c'est plus par plaisir, mais j'en remettrai jamais comme j'en ai mis avant, c'est-à-dire tous les jours, dès que je pars au travail, dès que machin. Ça m'a vraiment, c'était vraiment une torture. Je me sentais trop mal à ce moment-là en fait. Et toi, Cindy, est-ce que tu as senti aussi un moment dans ta vie une forme de pression ou d'obligation de te mettre dans le moule ou de ressembler à, un standard, une norme? Ouais, j'ai plusieurs petits épisodes, je vais en choisir un en particulier. Il se trouve que moi, quand je suis... déjà, j'ai toujours été très maigre. Mais j'ai pas vraiment pris conscience de ma maigreur ou de l'image que je pouvais renvoyer aux gens avant 16 ou 17 ans. J'arrive au lycée. Quand je suis arrivée à la fac, c'est l'époque où vraiment tout ce qui était les femmes type Kim Kardashian, Beyoncé ont commencé à devenir à la mode et des références en termes de physique. Parce que je suis arrivée à la fac vers 2010, donc c'est vraiment à ce moment-là que ça a explosé. Donc moi, forcément, étant très maigre, j'étais pas
dans la case, ou du moins dans la nouvelle case dans la nouvelle norme qui se formait, parce que comme tu le disais, Sandra, avant c'était plutôt Kate Moss, mais vers 2009, c'est plutôt devenu Beyoncé, donc des belles formes, si t'avais pas des formes, t'étais pas une femme. À cause de ça, déjà que j'avais du mal à me sentir femme parce que j'ai toujours fait très jeune, enfin plus jeune que mon âge, par rapport à ça, je me disais, je suis pas une femme, j'ai l'impression que je suis pas une femme parce que j'ai pas le corps d'une femme, et j'ai vécu avec ça toute ma fac, j'ai fait toute ma fac avec ça dans la tête. Et je me souviens qu'à un moment donné, je voulais tellement grossir, je me suis dit, bon, je vais essayer de comment dire au grand mot les grands remèdes, je vais essayer d'y remédier. Et c'est pour ça que je comprends aussi les personnes qui sont en obésité lorsqu'on leur dit si tu veux maigrir, t'as qu'à arrêter de manger. Mais c'est pas si simple que ça. Ton estomac, ton corps, il est programmé en fait. Quand tu manges peu, ton estomac est assez refermé parce que tu manges peu. Et le temps qu'il s'agrandisse, il y a quand même un laps de... je suis pas médecin, mais il y a un laps de temps qui doit se passer. Et ton corps, il subit quand même un espèce de traumatisme. Ça veut pas dire que tu souffres forcément dans ta chair, mais ton corps, il le ressent. Donc j'ai voulu grossir, je me suis dit écoute, je vais essayer de trouver un truc. Donc j'ai tapé sur Google comment grossir et tout nanana. Donc les régimes grossissants pour moi c'était mort puisque je mangeais très peu et j'arrivais pas à manger plus. Dès que je mange plus, en fait je suis quelqu'un, je ressens à l'époque surtout, je ressentais le sentiment de satiété très vite. Quand j'ai plus envie de manger, je peux plus manger. Si je remets une autre cuillère, vous savez, j'ai un diaphragme qui se contracte comme si j'allais vomir et je peux plus. À l'époque je pouvais plus. Du coup je me suis dit je vais essayer de trouver un truc. Donc j'ai tapé sur internet, j'ai trouvé plusieurs petites recettes dont un espèce de yaourt ou de lait qu'on te donne, qui s'appelle Nutri, je sais plus trop quoi, que t'achètes sur des sites comme Santé Discount ou quoi, c'est vraiment presque, c'est pas un médicament, mais je sais qu'il y a des médecins qui le prescrivent à des personnes qui sont en anorexie ou qui ont subi un traumatisme au niveau gastro-intestinal, un truc comme ça. Voilà, bref, pour grossir. Donc ce que j'ai fait, j'ai tapé sur internet, j'ai trouvé le truc, je l'ai commandé et tout, j'ai attendu, c'est arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc ça arrivait, il y avait c'était dans un espèce de récipient qui ressemble à des yops, mais des mini yops. Je me suis dit, tant mieux, je vais en boire un tous les jours et je vais voir ce que ça donne, je vais faire ça sur 2 semaines. J'ai ouvert le premier, déjà rien qu'à l'odeur. Vous savez, juste avant de vomir, excusez-moi, j'avais une espèce de... T'as la salive qui remonte. Ouais. Je lui ai dit, c'est pas grave, je vais continuer. J'ai bu le truc. Bien sûr. J'ai bu le truc. J'ai l'impression que tout est remonté, tout. Ah, mais c'était horrible. J'ai failli vomir. Et là, quand ça se passe, c'est toujours à l'époque lycée? Non, c'était après la fac. Donc en fait, j'ai gardé ça dans ma tête pendant toute la fac. Et là, je suis après la fac, j'en ai marre. J'ai 25 ans, je suis plus une enfant, je veux être une femme, quoi. Je veux avoir le corps d'une femme, comme on dit que de toute façon, si t'as pas le corps d'une fille, t'es pas une femme. J'ai bu le truc, j'ai recraché tout de suite. Et là, j'ai les larmes qui ont commencé à venir. Je me suis dit, Seigneur, je vais jamais y arriver. C'est mort, je veux grossir mais j'y arrive pas. Le truc, on m'a dit que ça fonctionnait parce que j'ai lu des revues sur internet, on m'a dit que ça fonctionnait. Ma petite sœur est infirmière, elle m'a dit oui, effectivement, t'as des médecins qui me prescrivent, ça fonctionne. Et là, je me pleuré, je me dis Seigneur, mais comment je vais pas y arriver, je suis désespérée. J'ai tout fichu à la poubelle. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, j'aimerais, ça a l'air ridicule, mais j'aimerais grossir, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc j'ai laissé ça de côté et j'ai oublié ça. Et finalement, dans la période du confinement environ, j'ai commencé à grossir et en fait entre 2020 et aujourd'hui j'ai pris 17 kilos. Je sais que ça va. Ah ouais. J'étais vraiment maigre. C'est pourquoi t'étais vraiment maigre. Voilà. J'ai pris 17 kilos et je me suis dit avec le recul, je me dis en fait Seigneur, j'ai fait la prière. Sur le moment, j'ai pas vu l'exaucement. Je me suis dit j'ai zappé. Mais en fait, moi j'estime que j'ai été exaucée. Le Seigneur ne m'a pas oublié. Même si c'est arrivé 6 mois plus tard, c'est arrivé. Donc en fait, je me suis infligé un truc à mon corps, à moi-même, à mon esprit. Sur des bases de ce que j'avais entendu, qui étaient des bases pratiquement dénigrantes, même si ces personnes-là croyaient en ce qu'elles disaient, c'était dénigrant pour les autres femmes, alors qu'en fait, en une prière, c'était réglé, quoi. Mais bon, ça, c'est des trucs que tu sais après coup. Donc oui, je me suis fait souffrir, parce que jusqu'à presque vomir, je me suis infligée. Donc je pense à toutes les personnes qui sont boulimiques ou qui ont des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Franchement, je pense que c'est un truc difficile à vivre et on s'inflige des trucs de malade. J'ai une question. Est-ce que tu penses que tu t'es infligé ça parce que tu avais vraiment, avec le recul, envie de grossir ou c'était à cause du regard qu'on posait sur toi? Est-ce que c'était pour toi ou pour plaire aux autres? Parce que des fois, je pense qu'on peut aussi avoir des démarches pour nous-mêmes. C'est-à-dire que tu trouves que tu as pris un peu trop de poids, t'as pas besoin que ton mari ou tes copines te le disent, et toi-même t'as envie de te sentir mieux, tu vois que tu cours après le bus, c'est déjà essoufflé, tu dis oh là là, il faut faire quelque chose. Et je pense que cette démarche, elle est noble, et que c'est pas un problème. Par contre, tu vois, quand la démarche, tu l'entames, pas pour toi, parce que finalement, toi, t'es à l'aise avec ta morphologie, t'es à l'aise avec ton corps, mais que c'est pour plaire aux autres, là, je pense qu'il peut y avoir un danger, parce que, pour moi, je pense quand même que la première personne à qui on doit plaire, c'est déjà nous-mêmes, tu vois.
Donc, est-ce que toi, quand t'as fait ça, finalement, c'était pour plaire aux autres ou on a réussi à te mettre aussi dans la tête que t'étais pas une femme? Et je trouve ça super violent, tu vois. Je trouve ça super violent quand même cette phrase. Parce que, une femme, c'est parce que tu es femme et parce que Dieu a décidé que tu en étais une et t'a créé ainsi. Et je trouve qu'on devrait embrasser le fait qu'on ait différentes tailles, différentes morphologies, etc. Et c'est dommage d'en arriver jusqu'à là, tu vois, et ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que, alors, loin de moi l'idée de mettre en opposition, tu vois, un petit peu les critiques liées à l'obésité, mais je pense effectivement que ce que tu dis, ça met en lumière le fait qu'il y a énormément de femmes aussi qui souffrent d'être minces, et on en parle peu. Et on n'en parle pas. Et moi, j'ai même vu un petit peu des fois sur Internet, sur des plateformes, les gens qui ont osé en parler, se sont fait ramasser du style, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je souffre pour perdre 20 ou 30 kilos. Limite, on a nié la souffrance de ces gens-là. Ta souffrance n'est pas légitime. Parce que moi, j'essaye de perdre du poids quand toi, t'essayes d'en prendre. Ta souffrance n'est pas légitime. Et même ça, c'est aussi super violent, quoi. Mais carrément. Et pour répondre à ta question, à vos questions, en fait, dans ma tête, je le faisais pour moi, mais en réalité, je le faisais pour pouvoir, pour que l'image qu'on me renvoie de moi me plaise, en fait. Et elle allait me plaire si elle leur plaisait à eux. Donc, en fait, c'est pas pour moi que je l'ai fait. Je l'ai fait pour avoir une meilleure image, renvoyer une meilleure image aux gens, qu'on complimente à ce sujet et que je me sente bien parce que je sais que eux, ils estiment que je suis bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour plaire aux autres. Et t'aimer une fois que. Et j'allais m'aimer au travers de leur regard, exactement, en fait. Parce que j'arrivais pas à m'aimer moi-même. Je me suis dit, c'est au travers du regard des autres que je parviendrai à m'aimer. Si ce que je leur renvoie leur plaît, c'est que ça va, c'est que c'est bon. Mais ce que je me dis, c'est par rapport à ce que t'as dit, il y a eu un avant, un après, puisque après, t'as peut-être lâché prise en disant, Seigneur, je te confie ça. Et en fait, dans le poids, je trouve qu'à l'inverse, c'est un peu pareil. Plus on s'obstine à vouloir perdre du poids, moins on y arrive. Souvent, les gens arrivent à perdre du poids une fois qu'ils se sont aussi acceptés. Bien sûr, ça demande des efforts de nourriture, etc., des calories, machin. Mais parfois, le corps, il bloque. Il dit non, mais je veux pas que tu mettes la pression comme ça, dans ce sens-là ou dans l'autre, en fait. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire vraiment, et peut-être que tu l'as fait, de lâcher prise et de dire, OK, bon, je suis bien comme ça. Et effectivement, et surtout si c'est pour les autres. Par exemple, moi, quand je veux perdre du poids, souvent, c'est en me disant, je vais voir ma famille, il faut que je sois mince, il faut que, ils remarquent pas que j'ai pris des kilos, donc je me mets une pression, en fait. Après, je me plais pas forcément comme ça non plus, parce que je sais que j'ai pris un peu de poids. Un changement dans le corps, ça peut traduire des mal-être aussi, hein. On peut être déprimé chez soi, manger trop, et du coup grossir. Et donc, ça peut être lié parfois de se dire, mais pourquoi je prends du poids? Est-ce que c'est vraiment parce que je fais pas attention à l'alimentation ou est-ce que c'est lié à quelque chose de plus profond? Et moi, parfois, j'essaye de me demander un peu pourquoi. Et la maigreur, je pense que ça peut s'appliquer aussi à des troubles psychologiques aussi par moment, quoi. Carrément, je peux appuyer ce que tu dis. Après, je te laisse Sandra. Moi, je fais partie de ces personnes, quand je suis triste, bouleversée ou anxieuse, je mange pas. Il y a des personnes qui vont énormément manger. Moi, j'ai plus l'appétit. Donc, les jours creuser petit à petit, j'ai plus l'appétit, je mange pas, même si je mange, ça reste bloqué là. Donc, je sais que tu as des personnes qui sont différentes. Échangeons, c'est Moi aussi. Alors, perso, moi je nuancerais juste un petit peu ce que vous avez dit toutes les deux, parce que j'ai une expérience un peu similaire de celle de Cindy. Moi j'étais pareil, jusqu'à mes 23 ans, je crois que je pesais 46 kilos. Donc j'étais très mince. J'ai pris quasiment 20 kilos, je crois. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup complexé par rapport à ça. Un peu exactement comme toi, c'est-à-dire que pour moi, et pour le coup, je dirais juste que je voulais aussi ce changement. Il n'y avait pas que le regard des autres. C'est-à-dire que moi, je trouvais que le corps plus développé, c'était un corps féminin. Je me souviens, ça me complexait parce que plus jeune, quand je mettais des jeans, je me trouvais tellement maigre. Je me disais, j'ai pas de bassin, j'ai pas de hanches, j'ai pas de fesses. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui ressort, en fait. C'est tout droit. Et je me souviens, pour avoir un semblant de forme, je mettais des fois même des leggings ou des joggings en dessous de mon jean, en fait. Pour avoir du relief. Parce que j'ai la même chose sans Est-ce que je me trouvais trop mince et c'était un âge où moi je trouvais ça vraiment beau en fait. De les filles qui avaient des corps faits. Et surtout qu'à l'époque, je me souviens, moi je mangeais énormément. J'avais un truc complètement contraire à toi. Toutes mes copines me disaient, mais tu manges tout ce que tu veux, tu manges de la pizza, tu prends pas 1 kilo. Mais pour moi c'était terrible, c'était un fardeau. Je voulais prendre des kilos. Donc bon, pour le coup aujourd'hui j'ai le problème inverse. Mais je me rends compte aussi que finalement
les choses ont changé. C'est là où je te rejoins complètement, Agnès, quand j'ai lâché prise. C'est que quand j'ai commencé à l'accepter et en fait à manger comme je mangeais naturellement, et ben un peu comme toi, j'ai commencé à prendre des kilos, alors qu'au départ, je ne prenais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe quand on a du mal à accepter ou quand on n'accepte jamais? Comment on fait pour accepter? Comment on fait pour accepter? Moi, je sais que pendant l'adolescence, j'étais maigre aussi, mais j'avais une partie de mon corps qui était très développée. Voilà. Donc j'avais des fesses assez développées. Et on m'a vraiment persécutée. Enfin, Ah là là. Mais t'as toujours un truc, hein. on m'a vraiment, ça a été le centre de toute l'attention au collège et lycée. C'était la Gilo. Super dur. À cette époque, tu seras au collège aujourd'hui, Ben ouais. tu serais érigée en bombastique du collège ou du lycée, quoi. tu vois. Alors, Et encore, j'ai je été sais persécutée même pas. par les filles, mais par contre, oui. Pour les garçons, c'était super. D'après le regard, hein. Parce que à 14-15 ans, t'as pas envie d'avoir ce regard sur Oui, toi. Donc, j'avais pas. oui, Oui, c'est ça. C'était ouais. très gênant. Je me sentais extrêmement mal. Ça m'a vraiment complexée. Les autres filles qui n'avaient pas ça avaient l'impression que déjà que je l'avais provoqué. Enfin, je veux dire, Elles étaient jalouses. à l'adolescence, tu maîtrises pas encore. Enfin, je veux dire, quelle partie de ton corps va se développer. Et si je pouvais le faire, c'est pas ça que j'aurais choisi. Donc, et je me sentais très très mal. Et j'ai eu l'impression aussi d'avoir une projection par rapport au regard des autres. Je te rejoins, Cindy. Hyper négative en fait. J'avais l'impression d'attirer les regards comme une fille possiblement légère. C'était pas du tout le cas parce que j'étais connue pour être madame, voilà, gna, gna, gna. Mais c'était super lourd à porter. C'était super lourd à porter. Et j'ai pris une habitude que j'ai gardée très 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 longtemps. C'est à l'école, je mettais tout le temps un châle, un foulard autour de mes fesses. Et ça, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Je vais souvent. C'est maintenant que je me sens un petit peu plus à l'aise, et puis je suis quand même dans une culture où quand je me retrouve dans ma famille, bon voilà, on célèbre quand même le fait d'avoir des formes. On va me dire ok, ça fait du bien, ça a contrebalancé, mais ça m'a quand même vachement traumatisée d'avoir cette attention qui n'est pas voulue sur son corps. On se sent bizarre, on a l'impression qu'on te projette des idées, des pensées, des comportements qui ne sont pas les tiens, alors que c'est juste une partie de ton corps que tu ne peux pas contrôler, mais que tu dois quand même aimer, avec laquelle tu dois quand même faire la paix. C'était vraiment bizarre. Aujourd'hui, maintenant, bon, j'embrasse le truc. J'ai un mari qui me met à l'aise là-dessus. Mais bon, c'est pas. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça a vraiment pas été facile. Ouais, mais c'est intéressant là que tu parles. Je fais le pont parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a un peu beaucoup parlé finalement du poids. Mais pour moi, tu vois, quand je parle de diktat sur le corps de la femme, pour moi, le poids, c'est juste un pan. Tu vois, pour moi, la sexualisation, c'est un enjeu encore plus monstrueux. Voilà, c'était Parce ça. que je pense que tout à l'heure, on a parlé un petit peu en dehors du fait que l'adolescence, je pense que de toute façon, que tu sois maigre, fine, grosse, un peu enrobée ou même au milieu, t'as toujours un peu ce questionnement parce que t'as la puberté. Tu passes d'un corps un peu d'enfant à un corps de femme. Et je pense que c'est une période que aucune, ou en tout cas pas beaucoup, en tout cas on le vit correctement ou on le vit bien, tu vois. Il faut appréhender un petit peu tes formes qui sortent, etc. Mais moi, quand je parle de... Ou qui sort pas, excuse-moi, Sandra. Mais quand je parle de diktat, tu vois, en dehors du poids, où t'as des nanas sur Instagram qui sont soit fines, soit hyper gaulées et tout, aujourd'hui, on est quand même dans une société hyper sexualisée. Ouais. On veut vendre un yaourt ou un thé, on va pas te montrer la go qui est en train de planter le thé vert ou quoi que ce soit. Non, on va te montrer la nana qui est à poil. Sur Instagram, que tu le veuilles ou pas, tu vas voir des seins. Enfin, on a sans cesse la nudité. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que la nudité est devenue un standard. Tu vois? Et pour moi, c'est aussi même devenu une forme de diktat. Tu vois, c'est soit aujourd'hui, tu es une femme un peu prude et limite, tu ne te montres pas ou t'as un peu même limite vieillot. Et être branché, finalement, c'est se montrer. Tu vois? Et ça, c'est un peu, tu vois, aussi quelque chose... Enfin, je sais pas comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que vous sentez même, en dehors de la prise de poids ou perte de poids, etc., mais est-ce que vous êtes senti même déjà sexualisé? Est-ce que vous êtes senti, des fois ça peut même être au travail, tu vois ce que je veux dire, ou dans ton couple, parce que je sais pas, même il y a aussi peut-être une différence quand tu te maries, où finalement t'as peut-être l'impression de devoir moins être sous cette forme de diktat parce que t'es prise, ou au contraire tu le gardes encore dans le mariage? Bah moi je le ressens, enfin pour moi il y a eu un peu un avant-après de célibataire en couple, tu vois, dans le sens où célibataire, je me mettais un peu la pression pour être bien tout le temps parce que je me disais mon prince charmant peut arriver dans la rue à tout moment, donc je dois être au max.
une fois que je me suis mariée et même quand je me suis mise en couple, j'ai eu moins de, en fait, je voulais plus que les autres hommes me voient comme un objet de désir. Et donc, j'ai commencé à en fait, si je sortais sans Carlos, en fait, il y avait une part de moi qui voulait pas me faire remarquer trop. Donc, je vais mettre un pantalon, tu vois, je vais pas sortir en robe ou en jupe. Par contre, si je suis avec lui, là, je me fais plaisir parce que je suis à son bras, parce qu'il va être fier de moi, enfin, tu vois. Donc, rien qu'un ciné, je vais me mettre du rouge à lèvres. Bon, maintenant, avec le masque, non, mais tu vois, genre, je vais faire attention, je vais mettre des talons, je vais lui dire, ça te plaît, mes talons? Ah oui, j'aime bien quand t'es habillée comme ça, on va à l'église le dimanche, pareil, je vais mettre bien, quoi. Pour que lui soit fier de moi. En fait, j'ai plus envie que lui, Son regard. voilà, soit vraiment, en mode, je suis avec, et ça change pour moi vraiment de l'état célibat à l'état en couple. Après, toutes les femmes pensent pas comme ça. Et moi, le regard d'un homme qui a du désir, après, ouais, les je ne voulais dictats, tu les as pas subis de la même manière. Non. En étant femme célibataire et en étant femme C'est ça. mariée. Ah, c'est ouais. Ouais, je rejoins. Moi aussi, j'étais sérieux. Ouais. Ça me met Pourquoi il y extrêmement. a eu un avant-après? Oui, je trouve, je l'ai peut-être pas conscientisé, mais je trouve que oui. Et je suis d'accord avec elle, le regard d'un autre homme sur moi, qui projette, je sais pas, quelque chose de pas, en sexuel. fait, ouais. C'est aussi peut-être aussi parce que pendant l'adolescence, comme je te disais, j'ai été vachement traumatisée par ce regard sexualisant. Là où moi, j'étais même pas dans des considérations encore comme ça, en fait. Donc, je sais pas, c'est vraiment lourd, quoi. Oui, c'est salissant. J'ai une approche un peu différente. J'ai une approche un peu différente parce que j'ai débuté un peu comme vous deux, c'est-à-dire que avant de me marier, j'aimais plaire. Donc prendre soin de moi, me préparer, etc. Le mariage, justement, je pense que quelque part, mon mari m'a presque trop sécurisée. Non mais tu sais, c'est les super maris qui te disent mais non, t'as pas besoin de te maquiller, t'es magnifique sans maquillage. Sauf que tu sais, à force d'entendre ça, tu dis ok. T'as pas besoin de mettre des talons, te torture pas. Ok. Et en fait, au bout de 5 ans, tu dis en fait, je suis en basket tout le temps. Je ne maquille plus, je fais des chignons et je sors en jogos. Donc tu vois, en fait, moi presque cette sursécurisation m'a fait me relâcher. Parce que je me suis dit puisqu'il m'aime tel que je suis, pourquoi finalement je vais m'embêter ou m'imposer? Parce qu'au départ, c'était son regard, justement. J'étais dans ce truc de son regard qui comptait. Tant qu'il est content, je suis contente. Et en fait, j'ai complètement basculé. Parce que je me suis rendu compte que à force de rentrer finalement dans ce que pour moi était devenu une forme de négligence, au final. C'est-à-dire, ça a commencé par une bonne intention, et je pense que mon mari voulait bien faire, en fait, dans cette sécurisation. Mais moi, je me suis dit, c'est bon. Je me suis vraiment presque relâchée en me disant, mais j'ai plus à me mettre la pression, machin. Si le mec qui t'aime pas maquiller en jogging toute la journée, ok. Et en fait, le problème, c'est que au bout de quelques années, je me reconnaissais plus, en fait. Tu vois, je me regardais dans le miroir, je me disais, mais c'est qui, en fait? C'est plus la Sandra que j'aimais être, que j'avais l'habitude d'être, parce que, en fait, on pense souvent au regard de l'autre, mais on dissocie que la beauté, c'est aussi son regard. Exactement. C'est aussi son regard. Donc, en fait, à un moment, j'ai eu besoin de me réapproprier aussi, de me trouver belle, moi. De plus forcément, en fait, attendre qu'ils me disent, oui, t'es jolie comme ci, comme ça, etc. Mais de me dire, j'ai envie d'être belle, en fait. Quand je me vois dans le miroir, de changer de coiffure, de mettre de temps en temps une jolie robe. Et c'est pas une pression particulière. C'est-à-dire que je peux être chez moi tout à fait en détente. Mais quand je me dis, allez, je sors, j'ai envie de m'habiller, etc., ou que je vais en vacances avec des copines, oui, j'ai envie d'être au max, en fait. Et aujourd'hui, j'essaye finalement de trouver, en fait, cet équilibre. Et je pense que la beauté, oui, c'est une pression. Oui, il y a une forme de sexualisation, mais il faut aussi le vivre vraiment comme un moment pour soi, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as des filles qui vont être rondes, mais qui vont être super belles parce qu'elles sont à l'aise, en fait. Avec qui elles sont, elles savent se mettre en valeur. Elles sont belles. Voilà, des filles plus minces, toutes sortes finalement de morphologie, de visage, de style, mais elles savent qu'elles ont quelque chose à apporter. Oui, peut-être que leur beauté va pas plaire à la grande majorité, peut-être qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais elles se sentent belles. Est-ce que finalement, on le dit tout le temps en mode pression, en mode diktat, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose à embrasser, à épouser cette sensualité, le fait d'être belle, le fait que être une femme, c'est aussi être différent d'un homme et d'avoir des attributs différents. On a aussi quelque chose, je pense, à embrasser, et c'est génial. Bien sûr. Et il y a qu'à le voir, en fait, quand on sort du coiffeur, ou qu'on a fait un super brushing, ou qu'on a fait un super shopping,
mais on se sent fraîche, on se sent belle, et ça gonfle son estime, tu te sens prête à sens conquérir le belle. monde. Exactement, tu vois. Donc franchement, je pense que, est-ce que le secret finalement pour s'affranchir un peu des dictats, etc., c'est pas tout simplement de s'aimer soi-même, d'avoir confiance. Je pense qu'il y a rien de plus séduisant, après les hommes pourront confirmer, mais finalement qu'une femme qui a confiance en elle, qui se trouve belle et fraîche, peu importe ce que tu dis, et limite ton compliment est juste en plus. Je le sais déjà, tu vois. Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose, tu vois, à prendre en considération? Je pense que c'est le secret de la beauté. Enfin, Audrey Hepburn racontait que dans une soirée, parfois, elle se trouvait moche, alors qu'elle était genre magnifique. Et elle se disait intérieurement, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Et en fait, les hommes venaient la voir. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de tester le truc en soir en me disant, je suis belle, je suis belle. Non, mais en tout cas, oui, de se dire, de se trouver belle, en fait, je pense que ça parle extérieurement, en fait. Moi, j'aimais beaucoup cette phrase. Pour le coup, je vais être un peu chauvine, parce que c'était cité par la Miss Univers qui t'envolait. Salut. Et en fait, on lui avait posé la question, si tu pouvais changer quelque chose dans ton corps, qu'est-ce que tu ferais? Et j'ai adoré sa réponse. Elle a dit, en fait, rien, parce que je suis contente avec ce que Dieu m'a donné. Et je pense qu'en fait, le secret, il est là. C'est de se dire, ok, peut-être que, je sais pas, j'ai pas le nez qui rentre dans les standards, j'ai pas la taille qu'il faudrait faire, etc. Mais finalement, avec ce que j'ai, comment je le maximise, en fait. Voilà. Je pense que la vraie question, elle est là. Alors, elle était superbe, forcément qu'elle est contente avec ce que je fais. Elle parle pas comme de moi, Mais attention, parce qu'aujourd'hui, t'as des filles superbes qui ont 1 milliard de complexes. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus, c'est pas noir ou blanc, en fait. J'aime beaucoup le verset qui dit « Seigneur, je te remercie d'être une créature si merveilleuse. » Dites-le vous, ce genre de phrase, déclarez-le. Tu vois, le matin, tu te réveilles, je suis contente, Seigneur, de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et en fait, ton esprit, il l'entend, ton esprit le prend et voilà, il l'intègre. Et je pense que ça aide à s'aimer, en fait. Absolument. Et je pense que pour faire le point avec ce que vous venez de dire, la confiance et le fait de s'auto-déclarer les choses aussi, et de ne pas attendre que ce soit les autres qui vous le disent, c'est quelque chose de vraiment de précieux à transmettre peut-être pour les générations à venir. Personnellement, c'est quelque chose que je pratique vraiment de manière intentionnelle avec mes filles. Depuis qu'elles sont toutes petites, vraiment, je les noie de paroles d'affirmation. Et surtout quand on a un petit rituel au niveau de la préparation, donc je les prépare, je lui demande tu vas être coiffée comment, donc je la coiffe comme elle veut, je mets des nœuds, je fais ceci, je fais cela. Et puis après, je la plaçais, mais depuis toute petite, depuis même 2-3 mois, jusqu'à aujourd'hui, ma première a 10 ans, et je lui dis mais tu te trouves comment? Je suis belle, voilà. Et je lui dis, tu vois, t'es belle, regarde-toi, t'es belle. Super. Et puis je l'ai hype, et tout, retourne-toi. Qui te peut? Tu es magnifique. Oh là là, Salomé. Oh, c'est qu'à tournez-vous un peu. Waouh. En tout cas. Et je vois au fil des années vraiment cette confiance monter en elle-même. Et je dirais faire toujours à elle. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Ah, je me trouve belle. Comme ça, je veux dire, le monde ne pourra pas venir faire flancher la confiance qu'elles ont en elles. Tout à fait, parce que tu as planté des bonnes graines. Exactement. Qui porteront du fruit. C'est super beau ce que tu Et dis. dire que c'est pas trop tard, même quand les parents, tu sais, parce que parfois on n'est pas tous avec ce même quota parental. Parfois c'est justement les paroles des parents aussi qui ont cassé cette confiance que tu peux avoir. En fait, il n'est pas trop tard. Je me dis, le Seigneur prépare ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui peuvent aussi... Enfin, hommes et femmes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui manquent de confiance, les hommes ont le même problème. Et je pense que tu as des femmes aussi dans leur manière de parler à leur mari, de les booster, qui les ont aidés à se redresser en fait. Alors que peut-être qu'elles les ont connues un peu courbées, je suis pas capable de faire ci, je sais pas faire ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et dis non, moi je vois ça en toi, et ça aide en fait aussi la personne à se redresser. Et franchement, si je dois avoir un mot de la fin, c'est vraiment de s'accepter. La Bible dit, le Seigneur dit qu'on est une créature merveilleuse, et je pense qu'il faut juste s'accepter, s'aimer, et puis voilà, c'est la clé. Amen. Donc voilà.